Le secret d'Orsandre. Chapitre 2. L'Apsara. Le lendemain matin, Axel se réveilla avec un léger sentiment d'inquiétude. Quelle pouvait être la source de son anxiété? La rentrée ne s'était pas trop mal passée. Enfin, elle était passée. Un ronflement peu discret en provenance de son placard lui apporta la réponse. « Mince, je l'avais oublié celui-là !» marmonna le garçon encore à moitié endormi. Il se leva et toqua discrètement à la porte du placard. « Titou, s'il te plaît, réveille-toi. Je vais devoir partir au lycée et tu fais trop de bruit. Tu pourrais attirer l'attention de mes parents. » N'obtenant qu'un grognement sonore pour toute réponse, Axel renonça et descendit à la cuisine prendre son petit déjeuner. 1 heure plus tard, il attendait en compagnie de Tristan, leur professeur d'histoire-géographie. « Alors, qu'as-tu fait hier soir ?» s'enquit son camarade. Axel se mordit les lèvres. Assurément, il aurait aimé raconter son étrange aventure à Tristan, qui aurait sans doute été fort impressionné par le courage inouï dont son ami avait fait preuve en sauvant le farfadet. Malheureusement, ce plaisir lui était interdit. Il avait promis à Titou de garder le silence et il ne voulait pas trahir sa parole. « Rien de spécial », finit-il par répondre à contre-cœur. L'arrivée du professeur mit un terme à ses regrets. Mais Axel ne retrouva pas pour autant sa sérénité. Ne parvenant pas à suivre un seul mot de ce premier cours d'histoire, il ne cessa de retourner dans sa tête les questions qui le préoccupaient. Combien de temps dure la guérison d'une côte cassée? Comment nourrir discrètement un farfadet apparemment très porté sur la bonne chair? Et surtout, qu'en était-il de cette mystérieuse créature qu'il avait poursuivie en rampant sur les toits, sans mentionner son maître, dont Axel n'avait entendu que la voix cruelle? Autant d'interrogations qui demeuraient sans réponse. Le garçon eut après encore 2 heures de français, pendant lesquelles il ne fut guère plus attentif, puis 2 heures de physique l'après-midi. Enfin, il reprit le chemin de son domicile en compagnie de Tristan. Par chance, son emploi du temps lui laissait en effet le reste de l'après-midi libre. « Au fait, ça te dirait d'aller au cinéma maintenant ?» proposa Tristan. « Eh bien, » hésita Axel, « je crois que je n'en aurai pas le temps. » « Me dis pas que tu veux déjà travailler, on vient à peine de commencer l'année. J'ai promis à ma mère, enfin, tu sais, les bonnes résolutions de rentrée. »« Je vois, petit chaton doit rester à la maison pour bosser ses maths, » ricana Tristan. « Cet après-midi, je peux vraiment pas, » assura Axel, légèrement vexé. « Pourquoi pas la semaine prochaine ?»« Ok, ça marche, » accepta Tristan en lui donnant une poignée de main avant de disparaître au coin de la rue. Axel rentra chez lui hâtivement, curieux de savoir ce qu'il était advenu du farfadet. Premièrement, je me prive de cinéma. Deuxièmement, aux yeux de Tristan, je passe pour un intello. Pourquoi faut-il que cela tombe sur moi? Maugréa-t-il en s'approchant de sa chambre. Il marqua un temps d'arrêt devant la porte. Pas un bruit. Le lutin était déjà parti peut-être. Cela ne serait pas plus mal, pensa égoïstement Axel, qui se voyait déjà devant un film avec son ami. Il entra dans la pièce et entrebâilla la porte du placard. Titou dormait à poing fermé. Tant pis pour le cinéma. Alors qu'il s'éloignait sur la pointe des pieds, il entendit un léger toussotement. « Ah! Te voilà enfin !» déclara le farfadet en s'étirant paresseusement. « J'ai bien dormi, et toi ?»« Oui, mais ça fait déjà quelque temps que je me suis levé. Je reviens du lycée, il est 15 heures. »« Pétard! Tu as passé toute la journée en cours ?» s'étonna Titou. « Mais pourquoi les humains s'entêtent-ils à faire vivre un tel calvaire à leurs enfants? Je suis certain que vous apprenez rien dans ces écoles. » Axel approuva vivement. Enfin quelqu'un qui partageait son avis. « Les jeunes farfadets ne vont pas en cours ?» demanda-t-il. « Cela ne nous est pas nécessaire, » répondit Titou d'un ton suffisant. « Nous autres lutins vivons de si nombreuses années que nous avons toujours un peu de temps à accorder à nos enfants. Chez nous, apprendre est un plaisir, non un devoir. Sans compter que nous ne leur enseignons jamais que des choses vraiment indispensables. Connaître les plantes et les champignons, chevaucher des daims ou des sangliers, apprendre à cuisiner une bonne bouillabaisse, et surtout, savoir se défendre en toute situation. » Le farfadet fit une petite grimace avant de préciser. « Hier, j'ai été pris par surprise. En temps normal,
j'aurais très bien pu m'en sortir seul. Axel n'en était pas si sûr, mais il acquiesça cependant. Il m'est déjà arrivé de combattre une tarasque, poursuivit Titou en bombant le torse. Une tarasque lui fit écho Axel. Tu veux parler de cette espèce de dragon originaire de Provence? Le lutin hocha la tête affirmativement. J'ai vécu bien d'autres aventures, confia-t-il en prenant un air mystérieux. Tu ne veux toujours pas m'expliquer pourquoi tu as des ennuis? Essaya à nouveau Axel, plus que jamais intrigué. Je sais garder un secret, tu sais. Titou poussa un léger soupir tout en secouant la tête. Je préfère ne rien te dire. Tu courrais un trop grand danger. Tu n'as pas confiance en moi? Bien au contraire, tu m'as sauvé la vie et mon sort est entre tes mains. Mais les gens qui sont à ma poursuite ne sont pas des enfants de cœur, loin s'en faut. Je ne veux pas que tu sois mêlé à tout ça. Mais je suis déjà mêlé à tout ça. Hier, l'horrible créature qui t'est suspendue au plafond de ton appartement m'a suivi pendant un certain temps. Même si tes ennemis ignorent encore mon adresse, ils doivent chercher à en savoir le plus possible sur moi. Le farfadet réfléchit quelques instants. Tu as sans doute raison, finit-il par répondre. Tu es déjà impliqué dans cette affaire, et je vais te demander de t'y impliquer davantage. Comme il n'est pas prudent que je pointe mon nez dehors, je vais devoir recourir à tes services pour porter un message à un ami. Veux-tu du papier et un crayon? Non, cela ne sera pas nécessaire. Un message de vive voix est plus sûr. Mais si cela ne te dérange pas, j'aimerais d'abord manger un petit quelque chose avant que tu ne partes. Enfin, quand je dis petit, il faut pas que cela soit trop frugal tout de même. Axel eut un sourire amusé. Assurément, le farfadet avait le sens des priorités. Le garçon alla à la cuisine et en revint avec une assiette chargée de charcuterie et de fromage, ainsi que des fruits, des chocolats et quelques galettes au beurre. Titou avala le tout avec une stupéfiante goinfrerie, pas si étonnante à la réflexion, vu la petite bedaine qu'il arborait fièrement. Pas mauvaise, ces friandises, reconnut-il en gobant la dernière galette. Bien sûr, j'aurais préféré les calissons de chez nous, mais je ne demande pas l'impossible. L'évocation des gâteaux provençaux fit réagir Axel. Mais au fait, j'y pense, je ne t'ai pas rendu ton sac, Titou, s'exclama-t-il en se frappant le front. Le garçon se précipita vers son bureau où était posée la besace du lutin. Pris dans la tourmente des événements, il avait en effet complètement oublié son existence. « Tiens !» dit-il en l'attendant triomphalement à son propriétaire. Le garçon le saisit d'un air abasourdi. « Mais par quel hasard mon sac se trouve-t-il chez toi? Tu l'avais laissé tomber lorsque nous sommes heurtés hier après-midi. C'était donc toi! Tu m'as fait rudement mal. » Je suis vraiment désolé, s'excusa Axel. Je t'ai couru après pour te le rendre, mais tu avais disparu. Titou eut un petit sourire malicieux. C'est qu'on a l'habitude de semer les humains. Ces gros lourdeaux passent souvent à côté de nous sans nous voir. Axel se renfrogna tandis que le lutin s'assurait avec soulagement que le croissant de lune était toujours à sa place. À savoir dans la boîte de calisson. À sa vue, un sourire de béatitude fendit son visage. « Il n'empêche que sans le gros lourdeau que je suis, tu aurais passé un sale quart d'heure hier soir, » rétorqua Axel, un peu vexé. « Mais je ne parlais pas de toi, espèce de fada. Tu m'as l'air d'être un garçon tout à fait digne de confiance, » déclara Titou, toujours souriant. « Tu ne peux pas savoir comme je suis content d'avoir retrouvé mes affaires. » Axel désigna le croissant de lune en cristal. « Surtout cet objet, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « En effet, ce petit pendentif ne doit pas tomber entre les mains de n'importe qui, si tu vois ce que je veux dire. » Hier, à son contact, j'ai eu une impression étrange, expliqua Axel. Je me suis senti plus léger, plus heureux aussi. Titou eut un petit sourire compréhensif mais n'apporta aucune explication. « L'homme qui t'a torturé. »« C'est ce qu'il cherchait ?» poursuivit Axel. « Bien évidemment. En me le confiant l'autre jour, Urien Sorel m'a fait un cadeau empoisonné. Je n'aurais jamais accepté de lui rendre ce service si j'avais su tous les désagréments que cela me causerait. Mais je vais lui rendre vite fait. » Axel ouvrit la bouche de stupeur. « Urien Sorel? Tu connaissais cet homme ?»« Oui. Pourquoi ?» s'étonna Titou. «
Tu parles bien du président de la PAP, qui est mort il y a 2 jours, s'assura encore Axel, l'air incrédule. Le lutin poussa un cri inintelligible. Mais qu'est-ce que tu racontes? Urien est mort? Axel hocha la tête d'un air triste. C'est ce qu'a annoncé la journaliste à la télévision. Elle a parlé d'un assassinat. Un assassinat? Tu es sûr? Quel malheur! Pauvre Urien! Mais qu'est-ce que je vais faire de son pendentif, moi, maintenant? Et ce Loïc qui ne revient pas? Le farfadet plaqua ses mains sur son visage et se répandit en lamentations. Axel ne savait que faire pour le consoler. Quelques secondes plus tard, Titou redressa brusquement la tête, l'esprit traversé par une idée. « Quand as-tu dit qu'Urien était mort ?» demanda-t-il à Axel. « D'après les journalistes, dans la nuit de lundi à mardi. » Le lutin secoua négativement la tête en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas possible. Je lui ai parlé hier au téléphone. Il était encore en vie mardi après-midi. »« Es-tu certain qu'il s'agissait bien d'hier ?» Titou acquiesça d'un air perplexe. « Pétard, je ne comprends plus rien. »« Ce serait tout de même mieux si tu me racontais tout, » lui suggéra Axel. « À nous deux, nous y verrions plus clair. » Titou considéra son interlocuteur quelques instants en silence. « Oui, tu as raison, » approuva-t-il au bout d'un moment. « Tu peux sans doute m'aider. Et puis, je te dois au moins quelques explications. Voilà donc ce que je sais. Lundi soir, Urien m'a demandé de venir chez lui. Il m'a confié ce petit pendentif en me disant seulement qu'il avait des problèmes. Je ne lui ai pas demandé lesquels. Ben oui, je sais me montrer discret, moi. Bref, il m'a donné la lune de cristal pour que je la remette à l'un de nos amis communs, un marin du nom de Loïc Le Garec, pour qu'il puisse à son tour le donner à la fée Nimone. Loïc est breton. Il parcourt le monde en bateau. Lorsqu'il vient à Paris, il amarre son voilier sur les quais de Seine. J'ai donc passé la journée d'hier à l'attendre, en pure perte. Lorsque je suis rentrée chez moi, en fin d'après-midi, j'ai eu la désagréable surprise de découvrir que mon domicile avait été fouillé. Bien sûr, je n'ai pas eu peur, mais j'ai tout de même préféré partir. J'ai ensuite appelé Urien pour le mettre au courant. Il m'a alors conseillé de me rendre à une adresse où je serais en sécurité selon lui. « L'adresse inscrite sur la dernière page de ton carnet, grâce à laquelle j'ai pu te retrouver » compléta Axel. « Exactement. Urien m'avait demandé de l'attendre tranquillement. Il m'avait assuré que tout allait bien et qu'il viendrait me retrouver dès que possible. La suite, tu la connais. Sur le chemin, tu m'as bousculé et j'ai perdu mon sac. Mais ce n'est qu'une fois arrivé à l'appartement que je m'en suis aperçu. Je n'ai cependant pas eu le temps de m'en inquiéter. Comme tu as pu le constater, une autre mauvaise surprise m'y attendait déjà. Vulstan et sa créature. » Le farfadet acquiesça en silence avant de reprendre la parole. « 2 choses l'une. Soit il ment à la télévision, et Urien était encore en vie hier lorsque je l'ai appelé, soit il était déjà mort et quelqu'un d'autre a répondu à sa place, poursuivit Axel. Es-tu certain que c'était bien la voix de ton ami que tu as entendue au téléphone? Comment en être sûr? Je n'en mettrai pas ma main à couper, répondit Titou, en poussant un profond soupir. Le farfadet se gratta le crâne. À la réflexion, maintenant que j'y songe, il avait tout de même une drôle de voix, déclara-t-il d'un air pensif. Il est tout à fait possible que quelqu'un se soit emparé de son téléphone portable, suggéra Axel. Quelqu'un qui se serait trouvé dans l'appartement d'Urien Sorel peu avant ou après sa mort. Son assassin, sans doute, approuva Titou. À la télévision, ils ont évoqué le nom d'un mage noir, Assar ou Assor, je ne sais plus, ajouta Axel. Le visage de Titou se décomposa. Assor, rien que ça, s'exclama-t-il en poussant un long sifflement. Pétard, on le croyait tous morts. Si c'est vraiment lui qui a fait le coup, alors je ne donne pas cher de ma peau. Qui est ce fameux Assor? Questionna Axel. Fameux, tu fais bien de le dire, répondit Titou.
Je m'étonne d'ailleurs que tu n'aies jamais entendu parler de lui. Mais il est vrai que tu es encore bien jeune quand il est devenu mondialement célèbre, faisant la une des journaux pendant plusieurs mois. C'était un mage noir fort cruel, qui avait le pouvoir de se faire obéir des créatures les plus sauvages et féroces jamais vues. Comme Vulstan? Pire encore, brrr. À l'époque, la simple évocation de son nom donnait la chair de poule à tout le monde. Que lui est-il arrivé? S'enquit Axel. Il a fini par disparaître quelque temps plus tard dans des circonstances jamais élucidées, et on n'en a plus jamais entendu parler. On l'a cru mort. Personne ne l'a pleuré. Plusieurs magiciens en mal de notoriété se sont octroyés l'honneur d'avoir débarrassé le monde de cet être ignoble. Mais on n'a pas cherché à en savoir davantage. Açor avait disparu, bon débarras. Les gens pouvaient enfin respirer à nouveau. Mais peut-être s'est-on réjoui un peu tôt. Axel jeta un coup d'œil circonspect au pendentif que Titou avait replacé dans la boîte de calisson. Açor aurait-il pu tuer Urien Sorel pour s'approprier la lune de cristal? Demanda-t-il au lutin. Cela ne m'étonnerait guère. Et dire que c'est à moi qu'Urien l'avait confié, se lamenta Titou. Me voilà dans une sacrée panade. Crois-moi, plus tôt on se débarrassera de cette maudite babiole, mieux cela vaudra. Le farfadet réfléchit un instant. Je n'ai pas le choix. En l'absence de Loïc Le Garec, je ne vois guère que Mathilda Grunwald ou Vasanti Mahal. Tu vas aller les voir de ma part. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Mathilda était la plus proche collaboratrice d'Urien au sein de la PAP. Son adresse est dans mon petit carnet rouge. Quant à Vasanti, c'était une de ses très bonnes amies. Je crois bien qu'elle et Urien étaient même un petit peu plus qu'amis, autrefois, ajouta-t-il avec un clin d'œil malicieux. Dans tous les cas, elle est membre de la PAP depuis très longtemps. Tu la trouveras au restaurant L'Apsara, rue du Roi de Sicile, dans le 4e arrondissement. Apsara? Comme les nymphes indiennes? Exactement. Lorsque tu verras Vasanti Mahal, tu comprendras pourquoi. Par qui dois-je commencer? Essaye de les prévenir toutes les deux. Elles se connaissent très bien. Dois-je leur remettre le croissant de lune? Non, ce ne serait pas prudent de se promener seul dans les rues de Paris avec un objet aussi précieux. Raconte-leur mon histoire et ramène-les ici au plus vite. Je leur donnerai le pendentif en main propre et elles se chargeront de le remettre elles-mêmes à Loïc. D'après le petit carnet de Titou, Mathilda Grunwald habitait au 31 rue Boutade, dans le 14e arrondissement de Paris. Ce n'était pas très loin de l'appartement d'Axel. Aussi ce dernier décida-t-il d'y faire un saut en premier. Il s'y rendit à pied. Cela lui prit à peine 20 minutes. Parvenu dans la rue en question, Axel s'immobilisa. Méfiant, il observa les toits des immeubles, à la recherche d'une éventuelle créature comme celle qui l'avait poursuivi la veille. Mais à l'exception d'un taxi garé en double file devant le domicile de Mathilda, Axel ne remarqua rien d'anormal. Alors qu'il s'approchait de l'immeuble, une jeune femme blonde à lunettes ouvrit la porte du hall d'entrée et en sortit avec une petite valise à roulettes. Ses traits contractés exprimaient une forte frayeur. Un balai à la main, une femme d'une 50aine d'années, vraisemblablement la concierge de l'immeuble, lui adressa la parole. « Vous partez, mademoiselle Grunwald ?»« Oui, je vais m'absenter quelque temps, » répondit la jeune femme avec un léger accent allemand. « Bon voyage !» eut juste temps de dire la concierge avant que Mathilda ne s'engouffre précipitamment dans le taxi. Axel se mit à courir en direction de la voiture, mais cette dernière démarra au quart de tour et disparut rapidement au coin de la rue. De toute évidence, sa passagère semblait pressée de partir. « C'est raté pour Mathilda Grunwald. Il ne me reste plus qu'à aller voir la suivante, » marmonna le garçon en tournant les talons.
La rue du roi de Sicile était bordée d'étroites et hautes maisons datant du XVIIIe siècle, typiques du Marais. Dans ce quartier apprécié des noctambules, les restaurants et bars à la mode abondaient. En cette fin d'après-midi, les clients étaient encore peu nombreux. Axel trouva sans peine l'établissement qu'il cherchait. Orné d'une façade en bois sombre sculpté, caractéristique de l'art indien, l'Apsara semblait désert. L'adolescent poussa la porte d'entrée, ce qui actionna un carillon oriental aux sonorités argentines. La salle, tout en longueur, était plongée dans une semi-obscurité. Il y régnait une forte odeur d'épices. « Il y a quelqu'un » hasarda Axel après s'être avancé de quelques pas. Comme personne ne répondait, le garçon répéta sa question en haussant le ton. Il eut plus de succès la seconde fois. « On n'est pas encore ouvert !» fit une voix gutturale en provenance des cuisines, au fond du restaurant. « Je ne suis pas un client !» précisa Axel en se rapprochant de l'endroit d'où s'élevait la voix. « Je cherche Vasanti Mahal !» Un grand homme chauve, très corpulent, émergea lentement de la pénombre, tenant à la main un long couteau qu'il essuyait méthodiquement sur son tablier blanc taché de sang. Axel eut un mouvement de recul. « Et qu'est-ce que tu lui veux, à Vasanti Mahal ?» interrogea suspicieusement l'homme, dont Axel ne distinguait qu'imparfaitement les traits. « J'ai un message pour elle. »« Donne, je lui apporterai », exigea l'homme d'un ton tranchant. Axel se raidit. « Merci, mais je dois lui transmettre de vive voix. » L'homme avança encore d'un pas, dévoilant ainsi son visage aux traits grossiers. Axel sursauta d'effroi. Ce n'était pas un humain, mais un ogre. Le nez large, épaté, les joues bouffies de graisse, les dents jaunes et pointues. Il fixait durement Axel de ses yeux noirs, renfoncés et animés d'une lueur mauvaise. « C'est quoi ton nom ?» Face à cette montagne de muscles et de graisse ostensiblement inamicale, le garçon n'en menait pas large. « Axel, je viens de la part de Titou », réussit-il à articuler péniblement. Manifestement, l'ogre connaissait le farfadet, car il changea aussitôt d'attitude et fit signe à Axel de le suivre. Non sans frissonner d'appréhension, ce dernier lui emboîta le pas et monta au premier étage du restaurant. « Qui donc m'amènes-tu, Chakri » interrogea une voix douce, légèrement voilée. « De la part de Titou » souffla le colosse d'un ton presque aimable, avant de s'effacer. Axel pénétra dans la pièce d'où provenait la voix. Tendue de soie dorée et décorée avec de fines miniatures indiennes, elle évoquait le luxe et l'exotisme. Au milieu se trouvait une petite table chargée de divers documents. Il tourna la tête et aperçut sur le côté, à moitié allongée sur une méridienne rouge, une très belle femme qui tenait un livre entre ses mains. Elle avait des yeux noirs de velours et une longue et soyeuse chevelure d'ébène. Son sari jaune pâle mettait en valeur sa peau dorée. Se redressant légèrement, elle lui adressa un sourire engageant. Axel ne doutait plus d'avoir en face de lui une véritable Apsara. « Désolé, de vous déranger », bafouilla-t-il. « Pourquoi donc veux-tu me voir ? As-tu un message pour moi ?» interrogea la belle indienne d'un ton suave. « Oui, de la part de Titou. »« Eh bien, approche-toi, je ne vais pas te manger. » Axel franchit l'espace qui le séparait de Vasanti Mahal. Les effluves d'un capiteux parfum oriental l'enveloppèrent subitement et lui firent tourner la tête. « Titou a été attaqué hier après-midi. J'ai pu lui venir en aide. »« Il est maintenant à l'abri, » expliqua-t-il hâtivement. « Bien, très bien, » dit Vasanti Mahal en croisant ses jambes dans un froissement de soie. « Je suis heureuse d'apprendre que mon ami Titou est sain et sauf. Mais dis-moi, a-t-il perdu quelque chose ?» Son beau visage serein ne laissait transparaître aucune émotion. Pourtant, Axel crut déceler une certaine tension dans sa voix. « Non, vous pouvez être rassuré. Le pendentif en forme de croissant de lune est à nouveau en sa possession. C'est moi qui l'avais quand Titou s'est fait attaquer dans son appartement. » À l'évocation du précieux cristal,
les yeux de l'Apsara se rétrécirent pendant une fraction de seconde. Puis elle partit d'un grand éclat de rire, découvrant ainsi ses dents blanches parfaitement alignées. « Décidément, c'est la Providence qui t'envoie. Qu'aurions-nous fait sans toi? Tu sembles être un jeune homme très prometteur. » Elle décocha un regard de braise à Axel, qui eut brusquement l'impression d'avoir très chaud. « La façon dont tu as secouru Titou est admirable, » poursuivit-elle dans un souffle. « J'aimerais lui rendre visite. » « Où se trouve-t-il au juste ?» Axel ouvrit la bouche. Il s'apprêtait à lui répondre, mais éprouva une soudaine réticence à l'idée de le faire. Titou lui avait pourtant dit qu'il pouvait révéler l'entière vérité à Vasanti Mahal. Cependant, sans pouvoir se l'expliquer, une petite voix s'était brusquement levée dans sa conscience, le mettant en garde contre l'Apsara. Il observa celle-ci comme s'il la voyait pour la première fois. « Mon ami Titou, où puis-je le voir ?» insista-t-elle d'une voix doucereuse. Axel se raidit et la considéra avec un tout autre regard, chargé de méfiance. « Je l'ignore. »« Voyons !» le raisonna-t-elle en lui adressant un sourire enjôleur. « Tu dois bien avoir une petite idée. Tu viens de me dire qu'il était à l'abri. Tu peux tout me raconter, tu sais. Titou est mon ami. Je ne lui veux que du bien. »« Je suis désolé, » ajouta Axel en se dirigeant vers la sortie. « Je n'en sais pas plus. Au revoir, madame. » dit-il d'un ton décidé pour mettre fin à la conversation. Les yeux noirs de l'Apsara se chargèrent d'éclairs. « Je ne t'ai pas permis de partir, » dit-elle d'une voix tranchante. Axel s'arrêta net, se retourna et la regarda avec étonnement. « Tu n'as pas répondu à ma question, » poursuivit-elle d'un ton acide. « J'en suis fort contrariée. Aussi ne me laisses-tu pas le choix ?» Et aussitôt, elle se mit à appeler avec autorité. « Chakri, viens ici, je te prie !» Un frisson parcourut l'échine d'Axel lorsque la silhouette massive du cuisinier se découpa dans l'encadrement de la porte. « Il vous pose un problème, cet avorton ?» demanda l'ogre avec un sourire gourmand. « Jusqu'à présent, il s'est montré un peu dur d'oreille, mais j'imagine qu'il va devenir plus coopératif, n'est-ce pas ?» susurra Vasanti Mahal en plissant les yeux en direction d'Axel. Le garçon déglutit avec peine. « Je ne sais pas où Titou se trouve, et même si je le savais, je ne dirais rien !» déclara-t-il d'un ton plein de défi. Vasanti Mahal eut une petite grimace de dépit. « Dommage, tu vas regretter amèrement ces paroles. »« Chakri !» ordonna-t-elle en s'adressant à son serviteur. « Occupe-toi de lui, torture-le s'il le faut. Je veux obtenir la réponse à ma question. » Puis, elle tourna la tête dédaigneusement et ne lui prêta plus la moindre attention. Axel eut un hoquet de terreur lorsque Chakri l'empoigna et le coinça sous son bras, comme un vulgaire paquet de linge sale. Le garçon eut beau se débattre, l'ogre le tenait d'une poigne de fer. Les pieds d'Axel touchaient à peine le sol. Il ne pouvait lui échapper. Ils descendirent 2 étages et se retrouvèrent dans le sous-sol humide et malodorant du restaurant. Puis l'ogre le mena dans une petite cave entièrement vide, à l'exception d'une chaise, sur laquelle était posée une corde. L'énorme cuisinier le fit asseoir de force et le ligota. Les liens étaient si serrés qu'Axel avait du mal à respirer. « Juste le temps d'aiguiser mon couteau, et je suis à toi !» éructa Chakri avec un rire gras. La porte se referma sur Axel avec un bruit sinistre. Le garçon sentit une vague de panique le submerger alors que les questions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi Titou l'avait-il envoyé dans un tel guêpier? Pouvait-il savoir que Vasanti Mahal le traiterait ainsi? Non, sans aucun doute. La belle indienne avait vraisemblablement trahi ses amis. Peut-être même était-ce elle qui avait envoyé Titou dans l'appartement où l'attendait Vulstan? Il fallait donc prévenir le farfadet au plus vite. Axel se concentra sur la corde qui le maintenait attaché, lui ordonnant mentalement de se desserrer. Mais l'angoisse et le sentiment d'urgence qu'il éprouvait le bloquaient ses capacités. Il dut s'y reprendre à plusieurs reprises avant de sentir que ses liens se relâchaient enfin. Il glissa ses mains hors de la corde et parvint à se libérer. Bondissant sur ses pieds, il se rua vers la porte. Bien que fermée à clé, elle céda facilement sous sa volonté. Décidément, la magie avait du bon. Le garçon se faufila hors de la cave et gravit précautionneusement les escaliers menant au rez-de-chaussée.
En provenance de la cuisine lui parvint le bruit d'un couteau que l'on aiguisait avec une précision quasi maniaque. Chakri clama Vasanti Mahal de son bureau. Ne me l'abîme pas trop quand même. Tu pourras t'amuser avec lui quand il aura répondu à toutes mes questions. Je dois absolument connaître la cachette du farfadet que cet imbécile de Vulstan a laissé filer. Conforté dans ses hypothèses, Axel s'enfuit sans demander son reste. Un peu décevante, ton Apsara, lança une demi-heure plus tard Axel, encore mal remis de ses émotions, à Titou. Elle voulait me faire torturer par son cuisinier ogre. Le farfadet se redressa à demi sur ses coussins et observa l'adolescent avec étonnement. Vasanti Mahal, te torturer répéta-t-il en prenant une moue dubitative. Ce n'est pas possible. Elle soutient notre cause depuis toujours. Au début, elle s'est montrée très gentille avec moi, m'écoutant poliment, me flattant même. J'étais, selon elle, un jeune homme très prometteur. Mais en réalité, elle cherchait à me faire parler. Qu'as-tu fait pour provoquer son courroux ? Je n'ai pas voulu lui révéler l'endroit où tu te cachais. C'était plus fort que moi. Quelque chose me disait qu'il valait mieux que je me taise. Elle s'est alors mise en colère et a montré un tout autre visage. Je comprends. Elle voulait me porter secours de toute urgence. En refusant de lui révéler ma cachette, tu l'as fortement contrariée. Les Apsaras détestent être contrariés. Le farfadet regarda Axel d'un air ironique et ajouta « Mais j'imagine que tu n'as guère l'expérience des Apsaras. » Ne pouvant contredire Titou à ce sujet, Axel ne releva pas sa dernière remarque. « J'ai peut-être contrarié ton indienne, mais ce n'était pas une raison pour demander à son serviteur de me torturer, » répliqua-t-il sèchement. « Sur ce point, je ne peux te donner tort, » concéda Titou. « Mais je n'arrive pas à croire que Vasanti Mahal voulait vraiment te blesser. Je pense plutôt que c'était une ruse pour te forcer à lui révéler ma cachette. Crois-moi, je la connais depuis très longtemps. Elle ne ferait pas de mal à un pitchoun. »« Pitchoun ? C'est vite dit !» s'insurgea Axel. « J'ai quand même 16 ans. »« Tu me fais bien rire. Moi j'en ai 66. Alors je t'appelle le pitchoun si ça me chante. » Toujours un peu vexé, Axel préféra ne pas répondre. « Tu as contrarié Vasanti Mahal et elle s'est énervée, » reprit le farfadet. « Cela ne prouve pas pour autant ses mauvaises intentions. »« Ce n'est pas tout, » ajouta Axel. « Lorsque je me suis enfui de la cave, je l'ai entendu parler de Vulstan, l'homme qui t'a torturé hier soir. » Le farfadet eut un sursaut. « Tu en es sûr ? Qu'a-t-elle dit exactement ? » Quelque chose comme « Il faut absolument retrouver le farfadet que cet imbécile de Vulstan a laissé filer. » Le visage de Titou se rembrunit. « Voilà qui change tout. Tu aurais dû me le dire en premier. » Le farfadet arqua un sourcil broussailleux. « Ainsi, elle nous aurait trahis, » murmura-t-il, l'air dépité. « Mais tout cela ne m'explique pas comment tu as réussi à t'échapper de la cave, » remarqua-t-il après un instant. Axel eut un moment d'hésitation puis décida de lui révéler la vérité. Titou vivant maintenant à ses côtés, il lui serait en effet difficile de lui cacher plus longtemps ses talents en matière de magie. « Tu maîtrises le grand art !» s'enthousiasma le lutin. « Je ne pouvais pas mieux tomber. Pétard, un magicien !»« Je suis loin d'être magicien !» rectifia Axel. « J'ai simplement quelques talents. »« Ne fais pas le modeste. Montre-moi tout de suite ce dont tu es capable. Sais-tu faire voler une feuille ?»« Un jeu d'enfant !» répondit le garçon tout en s'exécutant. « Et un livre, un meuble ?» Pour toute réponse, Axel se concentra quelques secondes. Aussitôt, le petit lit du farfadet commença à s'élever dans les airs et se mit à se balancer, d'abord doucement, puis de plus en plus fortement. « Je te crois, je te crois !» s'empressa d'affirmer Titou, pas rassuré. « Repose-moi à terre, je te promets de ne plus jamais t'appeler Pitchoun. »« À tes ordres !» répondit Axel avec un petit sourire de satisfaction. « Saurais-tu fermer une porte à clé à distance ?» poursuivit Titou, heureux de retrouver la stabilité du sol. « Évidemment !»« Eh bé, ce n'est pas mal du tout pour un garçon de 16 ans, tu sais. »
Avec un peu d'entraînement et d'expérience, tu pourrais devenir très fort. En ce qui me concerne, je ne demande pas mieux. En revanche, mes parents n'ont pas envie que je suive cette voie. Ils pensent que la magie n'apporte pas le bonheur. C'est peut-être vrai, mais tu as ça en toi et tu ne peux rien y changer. Et puis, comment aurais-tu pu faire pour sortir de la cave de Vasanti Mahal si tu n'avais pas utilisé ta magie? Axel hocha la tête en guise d'assentiment. Le farfadet eut un moment de réflexion avant de reprendre la parole. Tu ne m'as pas parlé de Mathilda. J'imagine que tu n'as pas pu aller la voir. Au contraire, je me suis rendue chez elle en premier. Mais je n'ai pas eu le temps de lui parler, elle partait en voyage. En voyage? Quelle drôle d'idée, s'étonna Titou. D'après ce que j'ai pu voir, elle semblait effrayée et avait hâte de quitter son appartement. Sans doute devait-elle se sentir en danger, elle aussi, supposa le farfadet. Titou caressa pensivement sa barbe. Mais en attendant d'en savoir davantage, je crois qu'il serait plus prudent d'attendre le retour de Loïc Le Garec. S'il y en a bien un à qui je peux faire confiance, c'est lui, décréta-t-il. D'ailleurs, c'est à lui, et à personne d'autre, que rien voulait que je donne son pendentif. Pas à Vasanti, ni à Mathilda. Loïc Le Garec, le breton navigateur s'assura Axel. Titou hocha affirmativement la tête. J'espère qu'il rentrera bientôt. Tu devrais trouver son bateau, l'eau de marine, sur la Seine, à proximité de l'île de la Cité. Une place lui est réservée entre deux péniches qui sont à quai en permanence. En l'attendant, tu en profiteras pour essayer d'entrer discrètement en contact avec Mathilda lorsqu'elle sera revenue. Naturellement, tu ne lui parleras pas de la lune de cristal. Nous n'allons pas commettre la même erreur 2 fois de suite. Mais j'aimerais tout de même bien savoir ce qu'elle connaît à toute l'affaire.